Édité par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. On reprend le fil dans ce second épisode de notre discussion avec Cédric Héroux et on reprend les choses pile là où on les avait laissées, à savoir la longue, très longue surveillance policière dont il a fait l'objet pendant 2 ans. Et ça dure 2 ans, quoi. Et ça dure 2 ans où ils sont autour de la maison, mais chose qui aussi est interdite, c'est qu'un préfet n'a pas le droit de mettre sous surveillance quelqu'un. S'il y a une personne qui peut mettre en surveillance, c'est un procureur ou un juge d'instruction. Et on va encore au tribunal administratif, et le préfet dit non, c'est pas vrai, on n'est pas là tout le temps. Héroux, c'est vrai qu'il a payé un huissier matin et soir pendant 1 semaine pour constater qu'on était là, et entre deux, on n'était plus là. Et là-dessus, ah ouais, en fait, il aurait fallu que pendant plusieurs jours, on paye un huissier constamment pour que, bon, un huissier, je sais pas ce qu'il mangeait à midi, mais en tout cas, ça se paye cher, et c'est cher. Et là, tu te dis, putain, il est gonflé, le mec. Et le préfet lui-même ment à la justice, en fait. Et tu dis, un préfet peut prendre 50 bonhommes, là, et les mettre autour de chez qui il veut, comme ça, aux yeux de tous, hein, parce que tout le monde voyait qu'il y avait des flics autour de chez moi, et là, tu dis, il y a quand même un problème, quoi. J'aimerais bien que tu racontes le premier passage devant le tribunal, ton premier procès. Donc c'est tout début 2017. Ce premier passage devant la justice, ça se passe comment ? Ça se passe que je suis pas encore super compétent en termes de droit, enfin de pénal, le droit pénal sur le droit des étrangers. Ça se passe qu'on prend... Enfin, la juge est très à l'écoute, mais me condamne quand même. Et moi, jamais de la vie, je pensais que j'allais être relaxé par la suite, hein, mais elle nous condamne à 3 000 € d'amende avec sursis. Et le procureur de la République fait appel, et on fait appel aussi. Mais elle est assez compréhensive, quoi, de ce qui se passe. Mais elle dit, en fait, ce que vous auriez dû faire, c'est prouver qu'il y avait une nécessité d'agir et prouver que les personnes étaient vraiment dans un état où il y avait un besoin humanitaire, que c'était pas juste du passage de frontières dans un but idéologique, etc., quoi. Le procureur, il est pas content du tout parce que on lui a demandé de pas être content, quoi. C'était le même qui m'avait fait bénéficier de l'immunité humanitaire au mois d'août 2016 et qui là s'acharne et qui je me rappelle à un moment il dit oui, monsieur Héroux se sert des tribunaux comme une tribune, c'est un scandale, il se sert de la justice comme un porte-voix pour ses idées politiques, etc. Je rappelle que c'est lui qui me poursuit et pas le contraire, hein, que je suis pas là par plaisir et que s'il veut pas que je me serve des tribunaux comme une tribune, il a qu'à pas me poursuivre. Mais après, du coup, on va aussi en cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et là, c'est un procès assez horrible, quoi. Tout à charge. Je vois la haine dans les yeux de l'avocat général. Et le juge, pareil, machin. Je prends 8 mois de prison avec sursis. C'est en août 2017 ? Ouais, c'est ça. Après cet appel, c'est donc cette condamnation à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il se passe quoi ? On va en cassation. Ouais. En cassation, en fait, ça a une analyse... technique. Ouais, technique, c'est ça. On fait pas du tout de fond, ni quoi que ce soit. On regarde les textes de loi, en fait. Est-ce que ça rentre ou pas, machin. Et là, du coup, en même temps, on fait une QPC. C'est une question prioritaire de constitutionnalité. On demande au Conseil constitutionnel si ce qu'on appelle le délit de solidarité ne met pas à défaut notre devise, liberté, égalité, fraternité, en sachant qu'à valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité et pas la fraternité. Et valeur constitutionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on propose une loi, elle devait avant respecter que la liberté des gens et l'égalité, mais la fraternité n'est pas valeur... Oui, bien sûr, c'était dans la Constitution de par la devise, mais c'était pas valeur constitutionnelle. Et du coup, la fraternité, donc c'est une date historique, et juillet 2018. Donc la fraternité est à valeur constitutionnelle. Donc la loi dite du délit de solidarité a été revue et les législateurs ont reformulé cette loi. Bon, elle est encore écrite, elle est très mal écrite, mais bon. Et ils me rejugent avec cette nouvelle loi. Je suis rejugé à Lyon, donc c'est un procès super long, donc qui dure 6-7 heures. Et le juge est vachement à l'écoute. Et l'avocat général, il se trouve un peu comme un con parce qu'il s'y attend pas du tout et on a une défense qui le déstabilise.
Et en fait, ce qui s'est passé, donc je fais un peu marche en arrière, donc on est au Luciole avec des Érythréens, des Soudanais, etc. Qui est ce squat que vous aviez ouvert. Ouais, ce squat qu'on avait ouvert. On est en octobre 2016. Et deuxième jour de squat, et on est averti que les flics vont venir demain matin à 7h. En fait, tu sais comment on est au courant de ça. Non. C'est un journaliste qui m'appelle, il me dit « Monsieur Héroux, est-ce qu'on peut venir filmer demain à 7h ?» Je lui dis « Ouais, viens plutôt à midi du mat, on sera réveillés. » Et il me dit « Non, je viens à 7h. » Et je lui dis « Pourquoi 7h ?» Je lui dis « Ouais, parce que 7h, c'est bien. » Je lui dis « Mais de quoi, vous avez des infos là ?» Il me dit « Ouais, bon, j'ai des infos. En fait, il me dit « Vous allez être évacué demain à 7h. » Je fais « C'est qui vous a dit ça ?» Et en fait, c'est Éric Ciotti qui lui a dit. Et Éric Ciotti lui a demandé de venir couvrir le fait que les flics viennent. Et donc, grâce à Éric Ciotti, je te remercie, Erico, profondément. On sait qu'ils vont venir le lendemain. Donc on prend une décision, moi j'étais contre au début, mais on prend une décision, c'est d'évacuer tous les majeurs, tous les demandeurs d'asile. Parce que c'était risqué, on savait que les mineurs isolés ça allait passer. Mais les majeurs, on se dit, ils vont être dégagés en Italie. Et en fait ce qui se passe, c'est que ça veut dire que eux, ils s'attendaient à faire des contrôles d'identité pendant la perquisition, etc. Et des gens en situation irrégulière, il n'y en a plus en fait. Et en fait, il n'y a pas de matérialisation des faits et de l'infraction. Et en fait, on arrive à Lyon, et au lieu de se servir de la fraternité mise dans la Constitution, on dit pour nous, il n'y a pas de personnes en situation irrégulière. Ouais. Et tu peux pas matérialiser l'infraction, donc on te baise, quoi. Et du coup, j'étais relaxé. Et ils ont fait appel donc un retour en cassation. Donc deuxième tour en cassation, c'est super rare. La Cour de cassation, il faut franchement 2 lignes à lui répondre, il met un gros verre dans la gueule, il fait retourne chez ta mère, et le proc, il retourne d'où il vient, et puis lâche l'affaire. Oui, puisque la Cour de cassation n'a même pas cassé le jugement, ils ont dit qu'il ne pouvait pas être saisi. Non, qu'il ne pouvait pas être saisi. Ils ont dit, qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit saisi. Non, il n'y a aucune raison valable. Mais bizarrement, je trouve ça super intéressant, et on aime bien ça. Et moi, j'ai des avocats avec qui je m'entends très bien. Il y a Zia Ouloumi et Sabrina Goldman. Et ça nous plaît. Ça nous plaît parce que c'est super intéressant. Et qu'on a même pas peur. J'ai remarqué un truc, Cédric, c'est que quand tu parles de toi et de ceux qui t'aident, tu dis beaucoup « on » et « nous », comme s'il fallait remettre du collectif dans une lutte qui était devenue vachement personnalisée, pas par toi, mais par l'extérieur. On a beaucoup focalisé sur toi et il y a l'idée de montrer maintenant qu'en fait, t'es pas tout seul dans cette histoire. Non, mais après, c'est le rôle d'un porte-parole. Maintenant, on confond avec notre système politique des porte-paroles avec des gens de pouvoir, en fait. C'est que tu peux être un porte-parole et être dans une dynamique de pouvoir collégial, quoi. Tu vois, quand on parle de Cédric Héroux médiatisé, on dit « il ». Et moi, j'ai besoin aussi de peut-être un peu schizophrène, hein, mais j'ai besoin de séparer le moi et le Cédric Héroux médiatique, quoi. Et à la maison, évidemment, ça s'est fait. Là, je suis là en train de te parler, et pour l'instant, à la maison, ils font des trucs, quoi. Tu vois, on est en train de planter des tomates et machin, donc il y a du travail qui est fait à la maison, et beaucoup de jeunes d'ailleurs, et beaucoup de femmes. C'est une lutte très féminine. Forcément, on a besoin d'être nombreux, complémentaires. Et à la maison, c'est assez fluide. Tu vois, on fait quasiment pas de réunions, mais quasiment pas. C'est qu'en fait, les réunions, elles se font en discutant, en fait. Ouais. Et on est d'accord parce qu'on est, je pense, sensé et on est sensible. Et du coup, quand quelqu'un il a raison, en fait. Tu vois, on va pas remettre en doute. Enfin, c'est assez fluide, l'organisation, et ça fonctionne assez bien. Et je suis assez content parce qu'on a essayé de travailler avec d'autres assos, et c'est pas forcément le cas dans toutes les assos, où c'est quand même pas mal de guerres de pouvoir, de concours de quéquettes, et de savoir celui qui parlera le plus fort ou qui aura le plus d'aura. Et c'est vraiment une lutte très jeune et très féminine, quoi. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, avec ces jeunes à la maison. Ouais. Ça s'est transformé aussi beaucoup, cet espace où toi tu travaillais, qui était ton entreprise, ton exploitation agricole. C'est plus vraiment le cas. Maintenant, c'est devenu une antenne d'Emmaüs, je crois. Ouais, je me suis fait grand remplacer. Tu t'es fait manger par Emmaüs? Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on a créé une association qui s'appelle DTC. En fait, vous ne voyez pas, il est en train de me sourire. Je voulais que tu racontes cette partie-là. Mais ça s'appelle Défendre ta citoyenneté. Non, mais en fait, en vrai, on a fait une réunion pour la création et on a un peu trop picolé.
Enfin, comme d'habitude, hein. Et on a appelé ça DTC pour dans ton cul, en fait, en honneur au préfet. Et on a trouvé ce que ça pourrait dire. Un acronyme qui marchait, un voilà, acronyme c'est ça. qui marche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez nous, on fait des petites maisons en bois pour que les gens restent. Les gens restent et on découvre ce que c'est que l'accueil moyen et long terme. C'est qu'avant, on faisait que du court terme. Et on découvre que les gens deviennent dépressifs. Et là, c'est c'est un peu une claque dans notre gueule. Et on se dit, oh là là, et il faut absolument trouver une activité pour les gens, quelque chose. Et Sauf que tu peux pas les faire travailler. Ben, j'aurais Pas pu sur en ton cachette, exploitation. quoi. Voilà. Et c'était le Et risque de faire du travail dissimulé. Ouais, c'est ça. Et surtout, on est surveillé par les flics et tout. Et je me suis dit, bon, on va pas s'amuser à ça. Et on recherche des solutions et on découvre Emmaüs, les communautés Emmaüs que je connais, que tout le monde connaît, quoi. Hein. Et on se dit, c'est quand même pas mal. Et on s'est mis en lien avec pas mal de responsables de communautés. Et on trouve la démarche intéressante sur le côté un peu punk que pouvait avoir l'abbé Pierre aussi et qu'ont les communautés d'Emmaüs. Et on se dit, c'est quand même une bonne opportunité. Surtout, ils ont un statut qui est pas parfait, mais en tout cas qui a le mérite d'exister et qui permet à des gens qui n'ont pas le droit de travailler, donc des gens en demande d'asile ou des personnes en situation irrégulière, de pouvoir avoir une activité et tout en payant des cotisations, etc. Donc c'est intéressant. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé mon exploitation agricole à l'association que j'avais créée, que nous avions créée. Et je suis devenu salarié de cette association. Moi, je gagne pas 8 500 € par mois. Pas loin, c'est le SMIC. Mais c'est suffisant parce que j'ai pas de crédit, j'ai pas de machin, tout ça. Et du coup, on est devenu à 2 co-responsables de la communauté Emmaüs et on fait de l'agriculture. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant de venir dans la Roya, quand j'ai pris ce terrain-là, je doutais du fait que je puisse vivre de l'agriculture sur les terrains que je me suis dit c'est un terrain galère et tout. Et là, maintenant, on est quand même... On est 4 salariés et il y a 7 personnes qui sont compagnes et compagnons d'Emmaüs, c'est comme ça qu'on appelle, des compagnes et compagnons. Et c'est un truc qui marche, c'est que on n'est pas encore autosuffisant en termes de financier. Je pense que dans 2-3 ans, ça va le devenir. Donc on fait l'accueil inconditionnel aussi. Un truc à préciser, c'est qu'on accueille même les SDF français, tu vois. et du coup, donc il y a hommes, femmes, il y a des Français, il y a un Roumain, un Espagnol, un mec du Nigeria, un Tunisien, des gens avec papier, des gens sans papier. Et on fait de l'agriculture, donc des oliviers, du maraîchage, des tomates, les meilleurs du monde d'ailleurs. Et on est en bio, et on travaille, on fait des œufs aussi, des poules pondeuses. Et on a acheté aussi un lieu grâce au soutien de tous les gens qui nous filent un peu de thunes tous les mois. On a acheté un lieu qu'on est en train de rénover. Donc les compagnons vont aménager dans ce lieu au courant de l'été, enfin en septembre. Et du coup, ils auront des chambres un peu mieux que ce qu'ils ont maintenant. Et surtout, on va avoir une salle associative qui permettra d'être utile pour la vallée de la Roya, qui vient de se prendre une tempête dans la gueule. Et on a besoin d'un lieu pour se retrouver et inventer quelque chose et faire... On appelle ça tiers-lieu maintenant. Et voilà, en fait, toute cette histoire pour dire que... qu'au bout du compte, on a créé quelque chose. C'est pas gros, tu vois. C'est 4 salaires, 6 personnes mises à l'abri... et qui vivent ensemble, ça marche plutôt bien. Forcément, il y a des engueulades comme de partout, dans toute coloc et toute communauté, quoi. Et en tout cas, c'est une leçon de vie, je trouve. Et je suis assez fier d'avoir créé ce truc-là avec les potes, quoi. Mais voilà, quoi. Tous ces gens qui sont passés par chez toi, que t'as accompagné, que t'as croisé, t'as gardé des contacts avec celles et ceux qui sont ouais, bien sûr. Il y a des... où est-ce qu'ils sont maintenant, tu sais, certains? C'est dur de le dire pour tous parce qu'il y en a eu beaucoup. Ouais, il y en a eu beaucoup. Il y a 2500 personnes qui sont passées à la maison. Mais il y a des gens, surtout, il y en a quelques-uns qui sont restés en 2017 pendant plusieurs mois et qui ont vraiment géré le CCH, le camping Cédric Héroux. Tu vois, qui faisaient l'accueil de nuit, qui faisaient tout ce qui était administratif, les traductions, et qui géraient vraiment le truc. C'est quand même du boulot, parce c'est compliqué, c'est qu'il faut nettoyer les couvertures de chaque personne tous les jours pour les problèmes de maladie, etc. Et qu'on est 100, 150, et c'est plusieurs repas par jour, mais plusieurs, c'est plusieurs, hein. C'est beaucoup. Donc les casseroles, elles font que tourner. Enfin, c'est quand même une activité à temps plein pour une dizaine de personnes sans problème. Et du coup, avec ces personnes-là, on est resté en contact. Enfin, globalement, on a des nouvelles. Et puis, il y a des bonnes nouvelles, et après, il y a des mauvaises nouvelles. Donc, des gens qui se retrouvent sans papier aussi. Mais il y a au moins 80% des gens qui sont passés par la maison, qui ont le statut de réfugiés. Et on se retrouve, avec des gens sans pape, quoi, qui restent sur le territoire. Mais
qui sont un peu éloignés d'une intégration optimisée, quoi. Donc sans papier, c'est compliqué de s'intégrer correctement. T'as l'impression que, à ton échelle, t'as contribué à faire changer le système, changer les choses? Moi, je pense qu'on a un peu changé. J'ai vu une évolution entre 2016 et maintenant, en 2021. On est en 2021, ouais. C'est officiel. Et j'ai l'impression. Peut-être que Et puis, je m'en fous, de toute façon. Je suis pas là pour vouloir à tout prix changer les choses. Je suis là juste pour essayer de les changer, qu'on y arrive ou pas. Je m'en fous. C'est vraiment... Souvent, j'entends dire, tu vois, par les militants, oui, mais comme s'il y aurait une recette miracle, tu vois, le produit, tu vois, qui, le 3 en 1, tu vois, qui marche pour toujours. Mais, tu sais, les gens de pouvoir qui maltraitent des minorités, ça a toujours existé. Il y a toujours une autre minorité qui a porté assistance à des gens opprimés, quoi. C'est une lutte qu'on gagnera jamais, parce qu'un coup, c'est un certain peuple, une certaine nationalité, après c'est notre religion, après c'est les handicapés, après c'est les gauchers, les roux, les femmes, les enfants, chacun son tour, quoi. Et moi je me mettrai toujours du côté des gens martyrisés, quoi. Qui peut-être un jour martyriseront les autres, je sais pas. Mais en tout cas, il y a besoin de ce combat pour la justice au nom... pas forcément d'une idéologie ou d'une lutte pro-migrante ou quoi que ce soit, quoi. Je pense que c'est au nom d'une éthique et d'une morale. Parce que faire du mal aux gens, c'est pas bien. C'est vrai, ceci dit. Merci Cédric. Merci à toi. Et je termine en précisant que ces combats, Cédric Héroux leur a consacré un livre, Change ton monde, c'est son titre. Il est paru en octobre 2020 aux éditions Les Liens qui libèrent. Je ne peux évidemment que chaudement vous le conseiller, tout comme je vous conseille de vous abonner à notre newsletter La Dose, notamment pour aller lire le très beau texte qu'il a eu la gentillesse de signer pour nous. Merci encore une fois à Cédric Héroux pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon, et c'est Adèle Itel El Madani qui a assuré la prise de son de cette discussion. Merci à tous les trois. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.